Bonjour et bienvenue dans le 24e épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir non pas un client ou un partenaire, mais un de mes collègues, Adrian Horsby, qui est Principal Developer Advocate. Donc, on travaille dans la même équipe. Adrian est dans le nord, là-bas où il fait froid. Bonjour. En Finlande. Bonjour. Bonjour Adrian, merci d'être là. Tu es spécialisé en architecture ? Ouais, un peu tout ce qui est architecture, tout ce qui est opération, le DevOps, tout ce qui est un petit peu chaos engineering aussi. Chaos, ça c'est un chouette sujet, on en reparlera peut-être dans un autre épisode du podcast AWS. Aujourd'hui, on va parler d'excellence opérationnelle. Comment on définirait excellence opérationnelle, operational excellence en anglais ? Bon, bah déjà, avant de le définir, je veux dire que c'est un terme qui est assez compliqué à définir. En fait, il y a une bonne phrase de Will Durant qui a été dit en 1926 qui dit que we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Et en français, ça veut dire qu'on est ce qu'on fait, ce qu'on répète en fait. Hein. Et en fait, ce n'est pas un acte, c'est une habitude. Et en fait, je pense que c'est un peu ça vraiment l'excellence opérationnelle. C'est pas une chose qu'on fait une fois, c'est vraiment une collection d'habitudes, hein, et puis qu'on répète. Un ensemble d'habitudes qu'on répète sur le temps. Ici, on parle d'opérations pour des infrastructures, pour de l'architecture. Donc, concrètement, avant même de rentrer dans les détails, c'est garder son infrastructure up and running tout le temps. C'est ça, être bon en matière d'opération. Ouais, en fait, je pense que ça fait partie. Ouais. Enfin, si tu regardes, on va parler d'Amazon un petit peu, mais si tu regardes Amazon qui a été démarré en 1995, hein, déjà, on vendait que des bouquins, hein, que des livres. Et à l'époque, on avait déjà des clients qui étaient un petit peu, qui étaient globaux. Hein. C'était un marché global. Je sais pas si on dit globaux, mais un marché global. Ouais, c'était global, un marché global. Donc, il y avait vraiment des utilisateurs partout dans le monde. Et en fait, donc, c'était vraiment assez différent déjà à l'époque d'une librairie ou d'un magasin traditionnel, parce qu'en fait, les gens, ils peuvent acheter tes livres à n'importe quelle heure de la journée. Donc, tu peux pas vraiment fermer les portes de ton site web à 6h30 ou à 7h et dire, le week-end, tu peux pas... On rouvre demain matin. Tu peux pas commander le week-end, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va quand t'es le seul, mais dès que t'as de la compétition, après les gens, ils vont voir la compétition. Donc, déjà, à l'époque, vraiment, c'était... la possibilité d'avoir un site web qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui fonctionne, tu vois. Donc tu peux vraiment commander, tu peux l'utiliser. Et donc cette culture est passée d'Amazon Retail à AWS également, qui opère une très large, très grande plateforme, qui est également disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Quels sont les moyens qu'Amazon a mis en œuvre à l'époque et met encore en œuvre maintenant pour encourager, pour faciliter, pour mettre en place cet environnement opérationnel? Bon, déjà, si tu veux définir un petit peu, faut pas définir, mais regarder un petit peu le landscape qui définit un petit peu l'excellence opérationnelle. En fait, la plupart des gens, ils regardent à l'opération, l'excellence opérationnelle vraiment du côté engineering, en fait, tu vois, très technique. Mais en fait, si tu regardes comment ça fonctionne, c'est une partie de la culture. En fait, c'est une très grosse partie culturelle. Une très grosse partie d'outils, en fait, quels outils tu vas utiliser. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des mécanismes, en fait, pour pouvoir utiliser ces outils, pour pouvoir utiliser la technologie qu'on fabrique. En fait, si tu positionnes la technologie qu'on développe, en fait, elle est vraiment à l'intersection de ces trois piliers, on dirait, la culture, les outils et les mécanismes. Le mécanisme, on peut dire process, c'est la même chose? En fait, un mécanisme, c'est un process complet, en fait. Donc, on peut y reparler un petit peu plus tard, mais... Prenons-les dans l'ordre. Culture. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent chez Amazon, chez AWS, qui nous amène dans ce bain d'operational excellence? Vraiment, je pense le côté fascinant de la culture à Amazon, et vraiment ce qui m'a fasciné moi aussi quand j'ai joint à Amazon, c'est ce qu'on appelle les leadership principles. En fait, il y a 14
leadership principles. Donc c'est des corps, c'est des values, c'est vraiment notre DNA en fait. Tu vois, c'est vraiment, ça fait partie de notre culture. C'est pas des posters qu'on affiche dans les toilettes. Tu vois, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment on les vit, on les respire toute la journée. Toutes les décisions qu'on fait, c'est vis-à-vis de ces leadership principles. Et ça commence par le customer obsession. C'est vraiment un focus. Voilà, c'est vraiment le focus sur le customer, sur les. Et ça vraiment, ça part de tout là. Ça part ça part de là. Et en fait, ça couvre un très gros spectre de différentes valeurs en fait. Et puis vraiment, c'est vraiment ce qui définit la culture amazonienne, je pense. Ouais. Et en quoi cette culture amène à l'excellence d'opération? Ben en fait, il y a beaucoup de choses en fait. Bon, il y a vraiment, il y en a quelques-uns qui sont vraiment importants, la culture opérationnelle. Le premier, bah, c'est vraiment le customer obsession. Hein. Donc, c'est vraiment être sûr que notre customer, il soit vraiment au cœur des décisions. Donc, si le site web, il doit être opérationnel, si le customer, il va être content, avoir une bonne expérience, c'est vraiment le cœur de toutes les décisions qu'on va faire en fait. Donc quels outils on va fabriquer, quelle culture, quel process on va mettre en place pour être sûr que le customer il soit vraiment satisfait. J'entends souvent parler de culture Amazon avec en matière de pizza. C'est quoi cette histoire de deux pizzas? Ouais, donc c'est une des particularités, je veux dire, d'Amazon, c'est que en fait c'est la façon dont on structure notre organisation en fait. Dans la plupart des entreprises, t'as des organisations et puis t'as des équipes qui sont très spécialisées. Par exemple, tu vas avoir des équipes d'ingénieurs, après tu vas avoir des équipes qui vont tester, tu vas avoir des équipes qui vont déployer et puis des équipes qui vont maintenir. Mais en fait, nous, on a fait autre chose. On a créé des équipes qu'on appelle des équipes de pizza, de two pizza, qui vraiment, bon, c'est des équipes qui font entre 10 et 14 personnes. Hein, donc, c'est le nombre de personnes que tu as pour manger deux pizzas. En fait, c'est des grosses pizzas, c'est des pizzas américaines. Donc, du coup, ces équipes, elles sont responsables de beaucoup de choses, en fait. Donc, elles sont responsables de vraiment penser au produit, le designer, le faire les documentations, de faire le code, de déployer le code et de le maintenir. En fait, cette équipe, elles ont des pagers, donc elles sont prêtes à faire l'opération et à se réveiller dans la nuit si ça marche pas. Et c'est vraiment cette équipe qui fait tout. Donc, c'est une équipe qui est très, très autonome. Elle prend des décisions. La seule chose qui est vraiment différente, c'est que, bon, en fait, cette équipe, elles sont pas responsables de créer les outils qu'elles utilisent. Donc, on va avoir des outils pour déployer, pour faire du CI/CD, pour faire du monitoring. Et tous ces tools, c'est les mêmes pour chaque équipe. Donc, en fait, ça homogénise nos efforts. Et si on fait des améliorations dans chaque produit, de chaque outil, c'est toutes les équipes qui vont en bénéficier directement. Voilà. Donc, si je résume, des Two Pizza Teams, ce sont des petites équipes autonomes qui peuvent prendre les décisions qu'elles veulent, qui développent, qui déploient et qui opèrent leur service. C'est un peu la quintessence du DevOps, poussé à l'extrême. C'est un bon résumé? Ouais, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé. Tu sais, généralement, pendant des années, on a eu le mur, tu vois, entre tu fabriques ton application ou tu développes ton application et puis après, tu la fais passer à une équipe qui la déploie, en fait, tu vois. Et c'est vraiment dans le milieu, on appelle ça passer un cadeau empoisonné à l'équipe opérationnelle, parce que les opérations, elles sont responsables de ça. Et en fait, il y a un mime qui est très populaire, tu vois, avec la petite fille qui est devant une maison en feu et qui dit works in, ça marche en dev
Et, tu vois, donc c'est pas mon problème si ça explose en production, tu vois. Et en fait, nous, on a pris une autre route, quoi. Enfin, nous, vraiment, c'est you build it, you ship it. Tu vois, c'est tu fais le code, tu vas le déployer toi-même. Donc ça te donne une bonne incentive, une bonne raison, plutôt une bonne raison de faire en sorte que ton code il marche en production, parce que après c'est toi qui vas te réveiller pendant la nuit à essayer de fixer les problèmes. Donc tu vois, c'est une bonne t'as intérêt à que ça marche, en fait. J'imagine que si un développeur est levé et bipé à 3 heures du matin pour un problème dans son code, dès le lendemain, il va changer son code pour que ça n'arrive plus. Ah, bah, ça, c'est sûr, hein. Et en fait, bon, il y a vraiment ce que t'as parlé, hein, la révolution DevOps, où, bah, c'est ce qui s'est passé un petit peu, je pense, ces dernières années, c'est de casser ce mur qu'il y a entre les équipes qui développent et les équipes qui font l'opération. Donc c'est du DevOps, ouais. Donc et en fait nous on n'a jamais eu vraiment à faire une révolution DevOps parce qu'on n'a jamais eu le mur, en fait. Donc c'était un petit peu différent. On a commencé comme ça. Et donc, ça permet de faire une bonne liaison avec le deuxième point. Donc, je rappelais, il y avait culture dans tes 3 piliers, culture, outils et process ou mécanismes. Et donc, en parlant DevOps ici, on commence à parler outils. Est-ce qu'il y a des outils à utiliser pour une excellence opérationnelle, ou est-ce qu'il y a des outils à mettre en place? C'est quoi l'aspect outils? Tu as parlé de chaîne de déploiement, par exemple, chez Amazon. On peut partir de cet exemple. Il y a énormément d'outils, en fait. Si tu regardes tous les outils qui sont que tu dois utiliser pour faire de l'opération dans le cloud, t'as des outils pour faire du test, des outils pour faire de la configuration, du déploiement, du monitoring, des reporting, faire des changements, manager tes incidents, faire des tickets, la sécurité, planning, forecasting, tous les trucs, quoi. Il y a énormément d'outils. Donc je vais prendre un exemple, parce que vraiment, dans mon blog, je parle de ce qu'on utilise, les outils qu'on utilise pour faire du déploiement. En fait, si tu regardes à l'époque, je vais utiliser l'histoire d'Amazon comme c'est une bonne idée. Vas-y. Pour donner un exemple, hein. En fait, au début, vraiment, quand on a démarré le site web, hein, c'est vraiment pas ce que c'était à l'époque, hein. Nous, maintenant, c'est vraiment, il y a énormément de microservices, il y a des milliers de microservices. Mais à l'époque, c'était une monolithe, hein. C'était une grosse application monolithique, vraiment. Avec une base de données. Voilà, et il y avait vraiment qu'une base de données avec, c'est pour simplifier, hein, mais des bases de données, une pour tes customers, une pour ton inventaire, et puis après une pour les orders, quoi. Et puis après, t'avais tes customers qui achetaient sur le site web. Le site web, il était directement connecté à cette base de données, et puis en fait même tout ce qui était outils était connecté sur la même base de données. Donc en fait, tu vois, dès que tu avais des choses à changer, ça affectait toute l'équipe, en fait. Donc du coup, plus le site il commençait à grandir, plus il y avait des problèmes d'opération, parce que si tu veux fixer des problèmes pour tes customers, il fallait arrêter tout ce qui était connecté à cette base de données. Et quand t'as tout qui est connecté, ça met toute l'entreprise en halte, en fait. Ouais, ne fût-ce que patcher la base de données, par exemple, ça bloque tout, quoi. Exactement. S'il faut changer le schéma, rajouter une colonne dans une table, un truc comme ça. Exactement. Et puis c'est aussi quand tu veux faire des déploiements, quand tu veux déployer, du coup tout est en pause, parce que du coup c'est toute une application, t'as pas de déploiement qui se passe smoothly et en douceur. Et comment est-ce qu'on est passé de ça à de l'opération 24/24, 7 jours sur 7, où plus personne ne voit quand il y a un déploiement en production et des centaines de déploiements en production par jour? C'est une bonne question, et ça prend des années, en fait, hein. Donc nous, ce qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment cassé cette application monolithe, hein, parce que en fait, si tu regardes, nous on a fait beaucoup d'audits de ce qui se passait. En fait, la plupart du temps,
les développeurs, ils passaient du temps à attendre, en fait. Attendre que leur changement soit déployé en production. Ça prenait des fois des jours, même des semaines. Hein. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est vraiment casser cette application monolithique. On est allé en quelque chose qui s'appelait service orienté architecture, hein, du SOA, donc une architecture orientée service. Et puis de là, on a même continué un peu plus loin. On est allé jusqu'à faire du microservice. Donc, c'est vraiment identifier ce qu'on appelle des single purpose, des services fonctionnels qui font qu'une seule chose, qui soient vraiment focusés sur une chose et qu'ils fassent bien. Et puis elles sont tous connectées avec ce qu'on était à l'époque, on a fait une décision d'utiliser des API HTTP quoi. Donc et cette décomposition en fait, elle était vraiment importante pour accélérer l'innovation qui se passe à Amazon. Et c'est aussi pour ça qu'on a changé notre organisation. Hein. Donc, il y a une loi qui s'appelle la loi de Conway, en fait, qui dit que notre organisation, elle représente un peu la façon dont on va architecter notre software. Et en fait, c'est pour cette raison qu'on a en fait cassé nos équipes et on a créé des teams de pizza dont on parlait tout à l'heure. Et donc dans les outils, il y a un aspect architecture et design dont tu viens de parler, en évitant le monolithe, en allant vers des microservices, etc. Et puis tout à l'heure, tu parlais aussi, on peut peut-être creuser un tout petit peu ce sujet-là, tu parlais des outils transverses au Two Pizza Team qui sont mis en place de manière à standardiser, à accompagner, que ça soit pas la jungle, je suppose, dans des équipes de milliers de développeurs. Ça serait quoi un exemple d'outil transverse alors? Donc je vais prendre, il y a 3 outils vraiment qui ont été essentiels à Amazon. Le premier, c'est vraiment de standardiser tout ce qui est les artefacts, tout ce qui est quand tu fais une build pour ton software, je sais pas comment tu dirais ça en français, peut-être tu peux trouver. On build en français. Tu build, voilà. Donc quand tu fais tes builds, tu attaches tes dépendances, et donc tu fais les artefacts et tu les déploies en fait. Et ça, vraiment, il faut standardiser. C'est vraiment important parce que vraiment, la plupart du temps, en fait, quand tu as des problèmes de déploiement, si ça va pas assez rapide, c'est que ta pipeline elle a un problème de standardisation, en fait. Et quand tu standardises, c'est vraiment plus simple d'identifier les problèmes, de les fixer et vraiment de les faire bénéficier à tout le monde. Donc là, la première chose, c'est qu'on a créé un outil qui s'appelait Brasil, hein, et puis c'était un outil central pour pouvoir créer les artefacts des applications qu'on allait déployer. C'est un serveur de build, Brasil, c'est ça? C'est ça. C'est un Jenkins ++? Ouais, un petit peu, voilà. Ouais. Juste pour prendre une analogie. Ouais, mais c'est ça. Le deuxième outil qu'on a créé, c'est vraiment Apollo. Puis il y a une bonne histoire avec Apollo. Hein, c'est vraiment de pouvoir déployer nos applications très rapidement. Et ce qui était plus important, et on parle d'opération ici avec un focus sur le customer, c'est que quand on déploie, on voulait vraiment pas que nos customers ils soient affectés par le déploiement. En fait, on voulait pas fermer nos sites web, on voulait pas les mettre en maintenance. Donc, il a fallu qu'on crée ce qu'on appelle des no downtime, des déploiements sans interruption. Sans interruption, en fait. Hein. Et donc, déjà à l'époque, on parle ça c'est dans les début des années 2000, quelque part par là. Les années 2000, hein. Ouais. Et on a créé ce qu'on appelle des health checks. Et en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est Apollo, il utilisait des health checks. Donc, on regardait la santé des nouvelles applications qu'on allait déployer. Et puis, s'il y avait un problème, il pouvait retourner automatiquement sur la version précédente, en fait. Donc, ce qu'on appelle des rollback. Voilà, rollback. Hein. Et puis, donc, tu faisais des rolling updates avec des rollbacks. Donc, c'était vraiment une nouvelle façon de faire des déploiements qui étaient
safe en fait. Tu peux avoir confiance dans tes déploiements en fait. Hein. C'est ça qui était vraiment important en fait, c'est d'avoir la confiance que ton déploiement il puisse pas casser ton site web en fait, si ça marche pas. Voilà. Donc ça c'était vraiment important pour nous. Donc on a mis énormément d'efforts à créer cet outil. Et donc ça c'est Apollo. Voilà, ça c'était Apollo. Et puis le troisième c'était vraiment de pouvoir modéliser un workflow pour nos codeurs en fait, hein, que les développeurs ils aient pas à se soucier du déploiement. Donc dès que nos développeurs ils committent leur code, ils committent le code sur le master, après ça fait une pipeline automatique avec des différents stages. Donc ça va sur du test, sur du gamma, ça déploie sur en production, dans un petit environnement en production, et puis après tu peux progressivement déployer sur toute la production. Et en fait, et donc ça, chaque étape de la pipeline, elle est modélisée. Tu peux faire des vérifications de compliance, tu peux faire des vérifications de sécurité, tu peux faire du whitelisting, faire en sorte que tout sera déployé d'une manière standard et fiable et standardisée. Ces trois outils dont tu parles, qui sont des outils internes qu'Amazon et qu'AWS utilisent, donc build, déploie et orchestration finalement, ça me rappelle furieusement trois services AWS que nos clients peuvent utiliser eux-mêmes. Exactement. Code deploy, code build et code pipeline. Code build et puis un code deploy. Et je dois en déduire que ces services mis à disposition de nos clients ont leurs racines dans les outils qu'Amazon utilise en interne depuis 20 ans. Voilà, exactement. En fait, ils ont été inspirés en fait de ces outils qu'on a utilisés depuis 20 ans. Donc tout ce qui est notre expérience pour pouvoir faire des déploiements sécurisés, safe. Alors tout à l'heure on parlait de trois piliers de l'excellence opérationnelle, la culture, tu as parlé des leadership principles, les outils dont on vient de parler. Troisième, c'est les process, les mécanismes. Quels sont les process à mettre en place ou comment mettre en place des process pour améliorer son excellence opérationnelle? Alors, je vais te donner un exemple encore. Je pense que c'est vraiment une de mes histoires préférées de Jeff, hein, qui est le CEO de Amazon. Jeff Bezos. D'accord. Ce Jeff-là. Il y a quelques années, il y a déjà un moment, hein, donc Jeff Bezos, il a participé à ce qu'on appelle le Customer Connection Training. En fait, c'est un training, c'est un cours, tu vois, pour tous les Amazoniens, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le prendre, pour pouvoir vraiment mettre le customer au centre de toutes nos décisions, comprendre. Et donc là, une des parties du training, c'est d'être allé avec un customer service, un représentatif du customer service, donc au téléphone, et puis directement de répondre aux appels téléphoniques des clients, et puis de savoir les problèmes qu'ils ont, d'essayer de les régler. Donc Jeff, il était avec une représentative du customer service pour les clients, et il y a un téléphone qui arrive. Et puis donc le représentatif qui est avec Jeff, elle sort l'histoire ou la fiche du client. La fiche du client avec tout ce qui est l'historique des commandes et tout ça. Et puis elle dit à Jeff, je suis sûr que ce client, elle va se plaindre d'une table qu'elle a commandée. Et alors là, t'as Jeff qui la regarde et un peu surpris. Il fait OK, d'accord. Et puis donc le téléphone, la conversation commence et puis effectivement, le client voulait retourner la table. Parce que comment est-ce qu'elle a deviné ça? Elle avait des rayures, elle était mal empaquetée, donc il y avait des problèmes. Donc à la fin du coup de téléphone, Jeff il lui demande comment
comment saviez-vous que le client allait retourner la table? Parce que c'est vraiment, c'est un art divinatoire. C'est l'art divinatoire. Et en fait, elle lui dit non, en fait, on en fait régulièrement. Ah bon? Et là, alors là, bon, je pense tous les n'importe qui à qui ça lui arrive, vraiment pour se retourner. Demander ce qui se passe, quoi. Comment on peut en arriver là si on sait pourquoi on continue de vendre ces tables. On n'y fait rien. Donc il va voir l'équipe des leaders du customer service, de clientèle. Comment tu dis customer service? Il va voir les managers du support client. Voilà, du support client. Donc, il allait voir l'équipe manager et puis leur a demandé simplement de faire un plus gros effort pour pouvoir rapporter ce qui se passe dans cette organisation directement à l'organisation produit pour mettre en sorte que ça se passe pas, quoi. Parce que bon, là, c'est vraiment... C'était pas normal que plusieurs tables soient retournées et puis que rien ne se soit passé. Et en fait, comme tu peux deviner, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Mais en fait, malgré l'effort qu'il a demandé, ça a continué. Et en fait, il y a une bonne raison pour ça, c'est parce que tous les gens qui bossent déjà, ils vont bosser avec une bonne attention. Tu vois, ils veulent vraiment faire les choses bien. Et en fait, du mieux qu'on peut. Ce qu'il a demandé, Jeff, c'est des choses qui existaient déjà. C'est d'avoir une bonne attention. Et en fait, ce qu'il faut changer, c'est pas l'intention, c'est avoir des mécanismes, en fait. Et c'est ça qui est vraiment très, très important. C'est tout le monde veut faire bien. Je pense que tu viens pas au boulot le matin et te dire tiens, aujourd'hui je vais vraiment faire du mauvais boulot, quoi. Tout le monde vient avec une idée, enfin la plupart des gens viennent au boulot avec une idée de vouloir faire bien. Donc si tu leur demandes de faire mieux, ça généralement ça marche pas. Donc il faut vraiment des mécanismes pour les aider à faire en sorte que ça marche bien. Et en fait, il y a un bon mécanisme qui est assez vieux, en fait, qui a inspiré Jeff à résoudre ce genre de problème. Alors là, je vais te raconter une deuxième histoire, parce que c'est aussi très intéressant. C'est l'histoire de ce qu'on appelle le hand-on cord. En fait, le hand-on cord, ça vient d'une entreprise qui s'appelle Toyota. Tout le monde connaît Toyota. Ouais. À l'époque, Toyota, il fabriquait pas des voitures. En fait, à l'époque, dans les années 1902, donc ça fait un moment déjà. Toyota, il fabriquait de la soie pour les geishas. D'accord. En fait, très différent. Les geishas, elles avaient un niveau elles voulaient de la soie qui soit pratiquement parfaite. Et en fait, pour être sûr que les geishas, elles aient de la soie qui soit parfaite, il a mis en place un mécanisme sur ces outils qui fabriquaient la soie, qui permettait d'arrêter immédiatement tout ce qui était la fabrication de la soie, en fait. Et c'est un mécanisme que tu trouves encore maintenant sur toutes les lignes de production de chez Toyota. Il y a une corde qui suit la ligne de production. Et en fait, généralement, quand les gens ils voient cette ligne de corde, ils pensent que c'est c'est de la sécurité. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui se fait mal avec un des robots, on tire la corde. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est ce qu'on appelle le hand-on cord. Et le hand-on cord, en fait, c'est si un employé de Toyota, n'importe qui dans la production, voit un défaut, il peut tirer cette corde et tout s'arrête. Et en fait, là, il y a un mécanisme qui est assez intéressant, et qui est un mécanisme culturel aussi. Et c'est les managers viennent voir ce qui se passe. Et la première chose qu'ils disent à la personne qui a tiré le cordon, c'est « Merci de vous soucier de la qualité de production et de faire en sorte que vraiment il y a une qualité maximum pour nos clients. »
C'est énorme comme responsabilité. Ça veut dire que n'importe quel ouvrier sur une chaîne de production peut arrêter une usine et ça doit valoir des centaines de milliers de dollars à la minute ou à l'heure de non-fonctionnement. Alors, la première fois, en fait, quand les entreprises un peu européennes ou américaines, elles sont allées voir comment ça se passait à Toyota, ça a fait peur parce que vraiment, nous, la culture, je pense, western, la culture occidentale, elle est vraiment plus hiérarchique en fait. Donc les directeurs, les managers, ils aiment pas vraiment donner une responsabilité à n'importe qui dans l'entreprise d'arrêter une chaîne de production qui peut coûter des millions et des millions de dollars, quoi. Et dans le cas d'Amazon, ça s'est traduit comment? Alors l'implémentation d'End-on Court sur Amazon Retail. L'histoire de la table, ça a il y a une bonne fin là. Donc on a créé un outil, en fait, un outil automatique. Si on a un customer service représentatif qui identifie des problèmes, ils peuvent directement l'enlever du listing du site web sans demander d'autorisation. Ils peuvent le mettre hors du catalogue. Donc, si je résume cette passionnante conversation, pour avoir une excellence en matière d'opération de service, il y a 3 piliers. La culture, on a parlé des leadership principles d'Amazon et de mettre le client au centre de ses préoccupations. Des outils pour automatiser, pour simplifier, pour standardiser, des outils à mettre en place. On n'achète pas de l'excellence opérationnelle sur le marché, il n'y a pas de marketplace pour ça. Et puis, des mécanismes, des processus, parce que les bonnes intentions, ça ne marche pas. C'est ce que je retiens de la discussion qu'on a eue. Il faut mettre des processus en place pour de nouveau automatiser, faciliter et s'assurer que les processus qu'on souhaite soient effectivement appliqués. Est-ce qu'il y a, pour terminer, un peu plus de lecture? Je vais évidemment renvoyer les auditeurs vers ton excellent blog en 3 parties qui rentre dans le détail de ces histoires, des piliers de culture, des outils et autres. C'est sur Medium, Adhorn, comme Adrian Hornsby, mais je mettrai les liens évidemment dans les notes du podcast. En plus de ton blog post, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait recommander aux auditeurs qui voudraient en savoir un tout petit peu plus sur le sujet? Être ouvert en fait et regarder, je pense c'est la plupart des choses, c'est vraiment ça vraiment demande de la réflexion et de regarder un petit peu ce qui se passe. On parlait des process en fait et des mécanismes. Par exemple, je vais donner un exemple qui est assez simple pour n'importe qui. La plupart du temps, quand tu fabriques des outils, on se focalise à fabriquer l'outil en fait, et après très peu à son adoption, par exemple. Tu vois, donc j'ai bossé beaucoup d'entreprises, avec beaucoup de clients aussi, où il y a énormément d'outils, mais très peu les utilisent en fait. Et ça, c'est un manque de mécanisme. Par exemple, un mécanisme, c'est vraiment fabriquer un outil, être sûr que l'adoption, qu'elle soit faite, qu'il y ait une adoption en fait. Et c'est un process. Fabriquer un outil, c'est une chose, mais après, comment tu fais en sorte que l'outil soit utilisé par tout le monde? Et après, encore une troisième chose, c'est comment tu fais en sorte que ton outil il fasse ce que tu voulais qu'il fasse. Et puis, après, c'est faire les changements. Et puis, c'est encore une boucle, en fait. Fabriquer l'outil, l'adoption, l'auditer, faire les changements. Et tout ça, en fait, si tu regardes, n'importe qui peut regarder un petit peu ce qui se passe chez eux. Combien ont des outils qui restent comme ça sans avoir une grosse adoption, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils pourraient changer en fait. Et vraiment là on reparle de culture, c'est vraiment un mix de culture et puis d'outils et de process, hein. C'est ça qui est vraiment important. Donc culture, outils, process, les 3
piliers. Merci Adrien pour tous ces bons conseils. Je me permets également de vous renvoyer vers le Well Architect Framework, une bonne architecture qui a 5 piliers. Et la semaine passée justement, dans le podcast, on parlait FinOps avec François Denis de Claude Rich. On parlait optimisation de coûts. C'était un des piliers de Well Architect. Et sans surprise, l'excellence opérationnelle est un autre pilier de Well Architect, avec également la sécurité, la fiabilité et la performance. Je vous mets les liens dans les notes du podcast. Merci Adrien pour tous ces conseils et cette discussion passionnante. Merci Seb de m'avoir invité sur ton podcast. Et je te réinvite pour une prochaine fois pour parler d'un de tes autres domaines d'expertise, qui est le chaos computing dans quelques semaines. Chaos engineering, tu veux dire? Chaos computing, chaos engineering, effectivement. Mais tu nous expliqueras la différence entre les deux. Ce sera peut-être un bon moyen de commencer cet épisode-là. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.